commencer à le faire au cours d'un échange là tout de suite. On va discuter de ça. Parfait. Ce que je propose, c'est que les quatre intervenants se rassemblent sur la scène et qu'on finisse par des questions à la fois globales ou aussi sur l'intervention d'Olivier. Alors, il y a un micro ici, là, j'en mets un. Le micro. Alors, Guy, et ensuite 1, 2, 3, 4. Je voudrais, je ne sais pas à qui cette remarque s'adresse, mais peut-être à l'ensemble. On a fait l'analogie avec le domaine du sport. Alors, dans le sport, il y a des arbitres et il y a des exclusions qui peuvent durer plusieurs années ou définitives. Et moi, c'est un mécanisme, je trouve, qui manque dans notre recherche sur ces aspects d'intégrité et de déontologie. C'est-à-dire que quand quelqu'un viole ses règles, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, essentiellement, il n'y a pas de sanction et il n'y a pas d'exclusion. Et moi, il me semble que quelqu'un qui a franchi une ligne rouge, ça devrait être une exclusion définitive, mais enfin au moins temporaire. Mais est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme de carton rouge ou l'équivalent qui soit autre que quelque chose de purement invisible? Oui, bah en fait, il existe les cartons rouges et les exclusions temporaires et définitives. Enfin, dans l'institution à laquelle j'appartiens, il a été instruit des allégations pour méconduite qui ont conduit à la conclusion qu'il y avait des fraudes intentionnelles qui avaient été avérées. Et il y a des commissions disciplinaires et il y a des gens qui sont exclus de l'institution. Donc, en tout cas, sur l'intégrité scientifique, on le fait. Non mais oui, non mais Ouais. alors attends. Oui, mais... Concrètement, donc cette personne-là en question, celui dont on ne peut pas dire le mot, Voldemort. Il se trouve qu'il est à la tête d'un institut hospitalo-universitaire dont se sont retirées deux grandes tutelles nationales, le CNRS et l'INSERM, il y a quelques années, parce qu'il y avait des questions de harcèlement, entre autres, qui ne leur ont pas plu. Elles se sont retirées. Donc, du coup, il n'y a plus de regard de la part de ces tutelles-là. Les tutelles qui restent, c'est l'IRD, avec lesquelles je crois que ce n'est pas très simple, et l'université Aix-Marseille, dont la personne en question est le président fondateur, a été le président fondateur à l'époque, mais maintenant il est à la retraite. Donc qui c'est qui va encaisser, qui va enquêter éventuellement? C'est très compliqué en fait. Qui va enquêter et qu'est-ce que pourrait être une sanction? Il est à la retraite. C'est pas la caisse de retraite qui va enquêter. Non, oui. Non, mais en l'occurrence, il y a l'ordre des médecins qui est là aussi. Il est quand même dans une sanction disciplinaire. On peut parfaitement imaginer aussi, puisqu'à chaque fois qu'on parle de fraude scientifique et pas d'intégrité, on a un faux intellectuel en termes pénal. Donc si à un moment donné, on a envie d'y aller, c'est gagner à tous les coups l'on gagne. Est-ce que les acteurs qui sont investis du pouvoir social de poursuite vont le faire? C'est une question. Et puis il y a une sanction, et c'est le juriste qui le dit, qui est la pire de toutes les autres, c'est la sanction sociale. C'est la personne qui est mise au banc de la communauté, y compris quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais qu'en fait, il n'y avait pas de feu. C'est terrifiant, et c'est terrible. Et donc, souvent, la sanction sociale, elle est absolument dramatique pour les personnes. Et la sanction, elle est très difficile à appliquer. Comme Françoise rappelait, moi, j'ai été, à un moment donné, chargé de diriger l'INRA. Voilà. Et on a eu à ce moment-là à traiter une affaire qui ressemblait sérieusement à une fraude. Qui a conduit à la rétractation contre l'avis de l'auteur principal et contre l'avis du postdoc, mais avec le soutien et la demande même de plusieurs des co-auteurs, à la rétractation de 2 articles, et je pense qu'il y en avait une dizaine d'autres à regarder. Et on était en train de se dire comment on va faire pour sanctionner, sur quelle base on va pouvoir sanctionner cette personne.
c'est pas super simple parce que c'est pas écrit dans beaucoup d'endroits la manière de préparer une figure pour, en gros c'était en biologie, c'est la manière de préparer une figure pour un article scientifique en biologie, c'est pas décrit à beaucoup d'endroits de manière absolument inoxydable face à un tribunal par exemple. Et donc un avocat pourrait plaider une façon inverse et de perdre serait évidemment catastrophique. Et donc à la fin, on est allé retrouver, comme généralement, c'est comme les champignons. Quand il y a une fraude, dans le coin, il y a d'autres trucs, il y a des conflits d'intérêts, du harcèlement, etc. Et on était parti sur une histoire de manière d'encadrer ses étudiants. Et le mec a démissionné de la fonction publique. Voilà. Je pense pour partir avec son ordinateur, sur lequel on n'a jamais pu remettre la main, pour enquêter sur les 10 autres papiers, quoi. Donc, pour éviter une sanction sociale trop forte, il a préféré démissionner de la fonction publique, un directeur de recherche quand même. Donc, on peut faire ce travail, mais au moment où on se disait, en tant qu'établissement de recherche, sur quelle base on va pouvoir éventuellement mener une action disciplinaire, et où est-ce qu'elle va mener d'ailleurs, parce qu'il aurait eu quoi comme... pas forcément quelque chose de très... pas forcément un bannissement à vie, mais sur quelle base on va pouvoir mener une action disciplinaire? Pas simple du tout, en fait. Oui, on n'était pas. Ouais. Maintenant, on a produit un document sur l'intégrité scientifique dans lequel on annonce la couleur, on annonce les règles et on annonce parce que si on les respecte. À l'époque, on a été pour les institutions. Ouais, notre référent était tout neuf là, ouais. On n'avait pas de référentiel, les gens pouvaient rien faire. Quand il n'y avait pas de référentiel, ils étaient en France de ne pas le respecter. Bah oui. Il fallait faire ce travail d'explication, forme de normative. Et si on n'y est pas allé à l'époque, c'est pas par souci d'étouffer ou quoi, parce que personnellement, j'y ai passé plus de temps, en étant numéro 2 de l'INRA à l'époque, j'y ai passé plus de temps que pour écrire 2 de mes propres articles un petit peu avant. Voilà. Mais donc c'est pas pour s'économiser du temps, de la peine ou quoi. Au contraire, on en a passé beaucoup. C'était parce que le risque de perdre était loin d'être nul et que ça aurait été catastrophique de perdre. Juste pour revenir sur l'affaire de la personne dont on ne peut pas parler, mais à laquelle on fait tous allusion, il faut quand même resituer le contexte, hein, certainement que vous vous rappelez, hein, c'est que donc Didier Raoult, en l'occurrence, je pense qu'on peut quand même dire son nom, était soutenu et est encore soutenu par toute une communauté, pas obligatoirement scientifique, extrêmement virulente. Et donc, je pense que ça a dissuadé aussi la communauté de prendre tout de suite des positions qui soient des positions fermes. Parce que oui, il y avait un engagement. Je vous rappelle que le président de la République s'est déplacé à l'IHU, lui donnant une caution qui est une caution importante quand même. Donc je pense que c'est un cas très très particulier, c'est un cas limite, hein, le cas de Didier Raoult. Nous, quand on a écrit notre tribune, le comité national, ça a été très discuté. Hein, on a eu le sentiment que collectivement on était plus fort, mais on n'y serait pas allé individuellement. Parce qu'il y a eu des réelles menaces. Moi, j'ai un collègue qui était le président de la section 20, qui est la section de virologie, qui est intervenu souvent au cours de la pandémie, sans prendre des positions forcément extrêmement opposées à celles, mais enfin, voilà, critiquant quand même. Et il a été menacé, hein, directement. Donc, je pense que le cas de Didier Raoult, il faut le mettre un tout petit peu à part, parce qu'il est exotique. Hein, il pose beaucoup de problèmes. Hein. Cette histoire, on n'a pas fini d'en faire l'analyse, mais je pense qu'il est un tout petit peu à part pour les autres cas de fraude scientifique. Ne reflète pas l'état des institutions et des actions qui sont menées. Voilà. Donc c'est regrettable, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je ne pense pas, en tout cas. Non, ça ne marche pas, en fait. Oui, merci pour ces différents éclairages. C'était vraiment intéressant d'avoir ces différentes perspectives. Je voulais revenir sur la question de la formalisation de ces règles éthiques. On voit, vous avez montré vraiment tout l'intérêt à un moment donné d'avoir des référentiels et de pouvoir agir ensuite. Je pensais aussi aux limites et notamment la question de multiplication ou pas des référentiels, des codes de déontologie. En ajoutant peut-être, mon collègue parlait de différents type d'éthique, parce qu'il y aurait aussi une éthique bureaucratique ou qui se bureaucratise. Et là, avec ces systèmes, on rentre là-dedans. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec la première présentation, des systèmes qui sont moins de l'ordre de la déontologie de l'éthique que du juridique, pour se protéger, et qui sont liés à l'évolution de nos pratiques, au numérique, etc. Mais qui, du coup, imposent une norme un peu standard qui
finalement, dans certaines disciplines, dont la mienne en ethnologie, serait contre-éthique et contre-déontologique. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir ces réflexions, etc. Mais je sais que j'ai travaillé sur des archives de chercheurs en ethnologie et il y a des réflexions un peu poussées et qui montrent vraiment les limites en fait de ces textes normatifs et du coup qui en fait qui m'effraie aussi parce que on revient sur on espère la responsabilité du chercheur aussi et la régulation sociale un peu plus diffuse là-dessus. Donc c'était un premier point. Et le deuxième, juste pour la question de j'ai beaucoup aimé les publications sans moyen et pas une fin. Et du coup, sachant qu'on est tous pris dans ce truc et qu'on n'y arrive pas, et cette tension-là, bah, il faut vivre avec. Mais du coup, je pense que c'est une des rôles aussi de se rassembler ici, c'est de le rappeler. Et de le rappeler tout le temps aux étudiants, aux jeunes chercheurs, aux précaires, aux chercheurs eux-mêmes. Et même si on ne peut pas le faire aussi bien qu'on le ferait, de rappeler que ça fait partie des valeurs importantes. Je vais rebondir sur deux choses. D'abord, typiquement, ce qu'on vient de dire, je commence par la fin, c'est le genre de choses qu'on peut écrire dans une déontologie. La publication est un moyen et pas une fin. Ça peut être une règle déontologique de manière relativement claire. Sur la question de la bureaucratisation, je suis complètement d'accord avec l'idée, avec le terme, et on était en train d'échanger autour de ça, où moi je disais, en rebondissant sur la question précédente, pour un juriste, le fait qu'on dise la faute, qui n'est pas une description précise, c'est pas du tout un problème. Parce qu'une faute, c'est un manquement à une norme, et une norme, ça n'est pas forcément une norme écrite et bureaucratique, ça peut être un usage social. Donc il n'y a aucune difficulté pour un juriste normalement constitué, il y a une grosse difficulté pour un bureaucrate qui dit « Ah, moi, j'ai pas la règle, je fais rien du tout ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc je rejoins ça. Et si on veut faire progresser ces histoires et échapper à la bureaucratie, la déontologie, il faut, et c'était mes premiers mots, c'est un usage qui émane d'une communauté. Il faut que la communauté écrive ses propres règles. Et typiquement, le lieu dans lequel on est aujourd'hui est le bon lieu pour faire ça. Je vais peut-être compléter juste sur l'éthique. Il ne peut pas y avoir de normativité sur l'éthique. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je ne suis pas philosophe des sciences, hein, mais... et surtout, c'est la première chose que j'ai dite à INRAE quand j'ai dit qu'on allait mettre un dispositif en place pour accompagner les chercheurs sur leur questionnement éthique et pas mettre en place une normativité. J'ai dit tout sauf de l'éthique bureaucratique. Et comme dit Léo Koutelek, que j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas de petite éthique et de grande éthique. Je veux dire, l'éthique des comités qui vont réfléchir et puis l'éthique où on va cocher des questionnaires, quoi. Donc, ce qu'on porte là, nous, c'est l'ambition que les chercheurs s'approprient une réflexion éthique. Mais il n'y a pas de normativité. C'est-à-dire, on va leur proposer des manières de regarder leur projet sous l'angle éthique. Et si ça suggère chez eux des questionnements, ils pourront s'adresser à un comité pour être accompagnés. Mais il n'y aura pas de norme a priori, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. En tout cas, moi, comment je le porte à l'intérieur de l'institution, quoi. Et même sur l'intégrité scientifique, moi j'étais à des colloques tout au début organisés sur l'intégrité scientifique et il y avait des collègues qui étaient ethnologues, anthropologues, et on parlait d'éthique et ils disaient le consentement éclairé écrit, mais moi j'enquête chez des populations, si jamais on leur demande de remplir un papier, c'est fini, je ne pourrai plus jamais retourner chez eux. Enfin, voilà, tout ça c'est quand même bien, on l'a bien en tête, en tout cas les institutions qui travaillent en multidimension et multidisciplinaire l'ont bien en tête. Donc moi c'est vraiment que les chercheurs ne passent pas à côté du questionnement éthique qui enrichira d'ailleurs leur projet et leur regard sur leur recherche. Mais il n'y a pas d'attendu de normativité a priori. Question juste derrière. Oui. Bonjour, je vous remercie pour ces présentations. Un des outils contre ces problèmes de fraude et de non-reproductibilité est le fait d'ouvrir les données. Donc l'ouverture des données, alors je pense que c'est un outil partiel, mais je voudrais vous demander ce que vous pensez sur cet outil, ses possibilités, ses limites. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on y travaille dans le cadre d'un consortium européen qui s'appelle ROSI, Responsible Open Science in Europe. Et on part de loin parce qu'en fait, il y a une grande naïveté, en tout cas en France, on a une grande naïveté sur l'ouverture. Où on a l'impression qu'ouvrir des données, les données de la recherche, premièrement, ça sera obligatoire. Et deuxième, donc vous êtes chercheur, et ben, la norme, c'est que vos données doivent être ouvertes. Maintenant, pas nécessairement. Et ouvert, en tout cas, ça ne veut pas dire open bar.
Et donc, ce n'est pas forcément disponible gratuitement à tout le monde parce que vous les mettez sur la table sans la notice d'usage en plus. Parce que quelque part, les métadonnées qui sont avec, elles sont très importantes. Et notamment si les données ont été... Alors voilà. Donc il y a cette question-là hein, qui est très bien dite par les gens qui, dans des pays plus au nord, où ils norment un peu plus les choses que nous, qui travaillent sur l'ouverture de la science, en fait, ils disent non, mais ouvrir, ça ne veut pas dire ouvrir à tout le monde sans conditions. C'est juste, on travaille ensemble sur les conditions. Mais ensuite, par contre, les données, elles sont disponibles pour d'autres, le cas échéant. Mais sous ces conditions-là. Voilà. Et donc, des fois, indisponibles. Si c'est des données confidentielles ou autres. Voilà. Et donc, il y a ça. Mais un truc en termes d'intégrité auquel, c'est une évidence, dans les 3 mots qui définissent très classiquement la fraude, il faudra un jour réfléchir là-dessus, mais enfin, bon, peu importe. Et Joël les a rappelés, falsification, fabrication et plagiat. Si vous avez un jeu de données qui a été falsifié ou fabriqué, il ne faut surtout pas qu'il soit ouvert pour la réutilisation par d'autres. En tant que chercheur, vous voulez avoir au moins une espèce de certitude, de certification ou autre. C'est là-dessus qu'on travaille. Est-ce que la blockchain peut aider, etc. Je ne suis pas sûr. Enfin, on y travaille dans le consortium, là. J'ai un jeu de données qui est là. Est-ce que je peux raisonnablement lancer un programme de recherche, l'avenir de plusieurs doctorants, des trucs comme ça, sur ce jeu de données, ou est-ce qu'il a été pipoté par un pipotologue patenté qui l'aurait mis... c'est pas exactement la même chose. C'est une certification qui est importante à apporter et en gros un peu l'équivalent du peer review. Alors mais en mieux parce que le peer review on peut en parler aussi, voilà. Mais une sorte de peer reviewing sur les jeux de données quoi. Si on met juste les jeux de données en ouverture libre, sans avoir les métadonnées qui sont adaptées, sans avoir la moindre certification possible sur leur qualité ou quoi, on va à la cata. Hein. Si, ouais, c'est le grand intérêt, bien sûr. Et petit a, c'est le grand intérêt, pardon. Et c'est pour ça, je pense que tout le monde est dans cette naïveté que, puisque les données vont être ouvertes, alors, à ce moment-là, on pourra vérifier les trucs. Mais bien sûr, c'est que ça permet de refaire les manips. Mais concrètement, qui refait les manips ? Qui va déposer Françoise nous disait qu'elle préside un comité ANR et j'en préside un aussi. On n'a pas vu souvent arriver des projets où ils proposent de refaire le travail dans un autre qui a été publié ailleurs. Voilà. Et oui, voilà, mais pas souvent. Voilà. Et s'il arrivait, il serait pas hyper compétitif en tant que tel s'il reposait exactement les mêmes trucs. Donc c'est pas les reviewers qui font le travail de reviewer le jeu de données en général. Enfin, des fois peut-être dans la communauté informatique, ça dépend des communautés, mais c'est pas les reviewers qui va le faire. Et pour aller regarder. Mais il faut que les données soient certifiées quand même. Donc oui, voilà. Vive l'ouverture des données, mais en même temps, pas totalement... Question de Patrick. J'avais 2 questions. Ça marche vas-y. Oui, ça marche, ouais. 2 questions assez différentes. La première, qui est juste dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est au moins dans le domaine de la biologie, et je suppose peut-être dans les humanités numériques également, en tant que référé, on se retrouve confronté à des papiers qui ont 80 pages de données supplémentaires et des éditeurs qui nous disent il faut un avis dans les 15 jours. Donc en gros, c'est complètement impossible. Donc quid de l'éthique du référé ? Ça, c'est la première question. Et alors la deuxième question est complètement différente. Vous avez collectivement parlé de l'empilement des comités, etc. Et moi, je me demandais, en fait, l'empilement des référents déontologie, et à quel point vous êtes effectivement en réseau, tous ou pas. Quel est le rôle du COFIS, par exemple ? Est-ce que le COFIS ou l'Office a un rôle quelque part, non pas de chapeauter, mais de mettre tous les référents déontologiques, tous les organismes en réseau ? Non, alors ils se mettent en réseau tout seuls. Pour répondre spécialement à cette question, ils se mettent en réseau tout seuls. Mais il n'y a pas de responsabilité systémique, quoi. C'est une responsabilité individuelle. Mais ça marche bien. On a la chance en France d'avoir des référents intégrité dans les établissements. En plus, maintenant, c'est imposé par la loi, mais d'avoir des référents intégrité dans les établissements et que ces référents travaillent en réseau. Il y a d'autres pays, il n'y a ni référent ni réseau. Donc, on est déjà pas mal.
Donc voilà. Et l'Office là-dedans, et c'est eux qui sont vraiment, il y a 170 ou 180 référents intégrité dans les établissements, il y a une puissance de travail quand même, ils ne sont pas tous à plein temps, mais enfin quand même. Donc dans les universités aussi, donc. Dans les universités aussi, ouais, voilà. Et ils sont référencés aussi bien que possible sur le site de l'Office, tout ça. Et l'Office donc fait un petit peu en mode clé de voûte avec ses 400 personnes, voilà, et en mode clé de voûte. Bref, mais l'Office fait un peu la coordination. La coordination, pas vraiment, puisqu'ils sont coordonnés, tant bien que mal. C'est pas facile de se coordonner à 180, mais tant bien que mal. Et l'Office fait par exemple des formations ou des animations pour les référents. Et quand on travaille sur des sujets particuliers, on fait toujours intervenir, très régulièrement intervenir des référents sur tel ou tel sujet. Voilà. Mais c'est exactement ça que je veux dire. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, pour un chercheur lambda, de voir qu'il y a un office, puis des référents, puis un autre référent, parce que moi je suis en UMR, c'est incompréhensible. Donc il faut qu'on clarifie ça, il faut qu'on travaille à la... Et l'éthique des référés? Et l'éthique des référés, alors il y a tout un pan là, voilà, mais évidemment, ce que tu aurais presque pu évoquer aussi dans les dérives qu'on voit en ce moment, les paper mills, c'est super embêtant, mais il y a toutes les dérives qui sont liées à Publons, avec on reçoit maintenant de la pub de la part de rapporteurs potentiels qui écrivent en disant bonjour, n'oubliez pas, je peux être rapporteur, voilà mon profil dans Publons. Et quand on regarde le profil, on pleure parce que le mec il a écrit 2 articles et il a une citation et c'est lui-même dans son article numéro 2 de l'article 1, voilà. Voilà, et donc niveau master, et il se présente comme référé et il a une activité de rapporteur assez importante. Et si le papier sur les trottinettes, et il est fabuleux celui-là, les trottinettes et l'hydroxychloroquine. Non, mais il a été rétracté, il a été soustracté, c'est pas pareil que rétracté, et c'est pas déontologique. Mais il a été soustracté et son titre a été tronqué par le journal qui n'en est pas fier. Mais alors c'est rigolo parce que c'est un journal avec Open Peer Review. Et je vous recommande d'aller voir, ils n'ont pas enlevé les peer reviews. Et donc on a les peer reviews et les échanges avec éditoriaux en ligne. Et là, voilà. Donc on a 2 rapporteurs. Je ne sais pas, j'ai pas pu les tracer exactement. Il y en a un, c'est typiquement un mec comme ça. C'est à lui que je pensais en disant il a 2 publications, dont une qui cite l'autre. Il a 60, 80 reviews d'articles sur le mois d'avril 2020, ou je ne sais plus quand, voilà, dont celui-là. Les échanges qu'il y a avec l'éditeur, c'est par exemple, il y a une expérience qui est décrite dans ce papier, où il lance 6 personnes, n égale 6, sur un mur en trottinette, et puis il y en a qui ont pris de l'hydroxychloroquine, d'autres pas, et donc il regarde le taux de mortalité voilà. Et donc il y a l'éditeur, pas un rapporteur, l'éditeur qui demande à un moment donné, mais est-ce que c'est bien éthique? Quel est le comité éthique qui a examiné ce truc-là? Et c'est nous et quelques amis. Et non, mais ça c'est pas un comité d'éthique quand même. Ah si, en France c'est comme ça. Ah bon? Voilà. Marc? Et franchement, ça vaut la peine de regarder. Pour l'éthique des référés aussi, moi, je pense que la question que tu soulèves, là, Patrick, c'est une question importante parce que la pression, le poids, il est porté aussi sur les épaules des chercheurs. Moi, j'ai connu une époque où publier un article, c'était les données qu'on présentait. On pouvait demander quelques manips supplémentaires, mais aujourd'hui, les données supplémentaires, c'est quasiment un autre article qui est. Et donc ça, inévitablement, c'est aussi pour moi multiplier les conditions qui permettent d'évoluer vers la fraude, parce que la masse de données qui est demandée maintenant pour publier est vraiment très très importante. Donc il y a la question de l'éthique des référés, mais je pense qu'il y a aussi le positionnement des éditeurs par rapport aux articles scientifiques. Et là, je pense que c'est un réel souci, c'est un réel problème, l'évolution, au moins dans le domaine de la biologie. Moi, ce que je suis amené à voir, là, c'est vraiment très très problématique. Et juste une seconde pour ajouter sur la réponse, il ne faut pas oublier que ces différentes normativités et ces différentes modalités d'action sont différentes. Et je parlais tout à l'heure du secret professionnel du déontologue. Je ne peux pas être à la fois déontologue et référent intégrité scientifique, parce que sinon, je ne sais pas comment je mets une muraille de Chine dans mon cerveau. Voilà. Et à un moment donné, le bon moyen de me bloquer, comme dans un film d'Hitchcock, serait de venir me saisir comme déontologue, de me dire des trucs. Et comme ça, je ne pourrais plus être là comme référent intégrité scientifique parce que je ne pourrais pas me prémunir de ce qu'on m'a dit dans une autre. Donc à un moment donné, quand on est quand même obligé de séparer les fonctions. Il y a beaucoup de questions encore. Juste peut-être pour Patrick,
C'est dur, hein. Moi, je mettrais mes propres limites comme référé et je dirais à l'éditeur ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Écoutez, moi, j'ai regardé les figures du papier principal, j'ai lu le truc, voilà ce que j'en pense sur cette base-là, mais je ne suis pas en mesure de valider les 80. Voilà, et donc après, lui prend ses responsabilités. Toi, tu dis ce que tu as fait, tu dis ce que tu as validé. Juste un point, on sait, alors c'est évidemment pas ton cas Patrick, mais on sait que dans certains laboratoires prestigieux, avec beaucoup de post-doc, le travail d'études et donc de référé, qui est en principe conféré au responsable du laboratoire, hein, il va être sous-traité, souvent, il va être sous-traité à des post-doc ou à d'autres. C'est vrai. C'est vrai, mais en accord avec le responsable du laboratoire. Le problème, c'est que quand tu vas confier ce travail de référé à des post-docs, leur première volonté, ça va être de montrer qu'ils sont suffisamment critiques, qu'ils sont assez critiques. Et donc, tu vas te retrouver confronté à une multiplication d'expériences qui ne sont pas obligatoirement nécessaires. Donc ça, ça pose aussi un réel problème dans l'évolution de l'évaluation des articles. Mylène. Ouais, je voudrais revenir sur ces revues prédatrices qui posent un autre problème, c'est la remise en cause de l'expertise, parce qu'au final, tout se publie et l'expertise sur une question donnée, une question de société, bah, comme tout est publié, tout est son contraire, on va toujours trouver les articles, et ça, c'est aussi un levier fort de l'industrie, peut-être un peu moins scrupuleuse, pour faire passer des études, parce que tu soulignais tout à l'heure, Françoise, hein, sur le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le bisphénol, mais il y a plein d'exemples comme ça, parce que tout se publie et parce que ces revues prédatrices sont là pour ça. Donc comment lutter concrètement à l'échelle internationale contre ces revues prédatrices Donc ça, c'est... Voilà, je pense c'est difficile parce qu'une revue prédatrice, selon les définitions qu'on en a, on peut inclure tout Elsevier dedans. Exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est difficile en fait de lutter contre. Par contre, et ça doit être, faut s'appuyer sur le bon sens du chercheur et tout ça. Et il faut réviser profondément, moi je crois, il faut réviser profondément les modalités de publication. Il faut aller vers de l'open access diamant. Sur les publications, il n'y a aucune raison. Je le disais quand j'étais à la DG de l'INRA à l'époque, je ne vois pas une seule bonne raison, plein de mauvaises, mais pas une seule bonne, pour qu'un seul des articles produits par l'INRA ne soit pas accessible à un seul de nos concitoyens qui serait capable de lire l'anglais, de lire un certain formalisme dans le... Ok, mais il n'y a pas une seule bonne raison pour lesquelles il y ait ces abonnements-là. Et donc, faut travailler à ça, il faut travailler au mode de peer review. Parce qu'une très grosse faille du peer reviewing, c'est le fait que ce soit des processus qui soient parallèles. Tu soumets t'es un fabriqueur de papier, de paper mill par exemple, tu le soumets, tu te fais pincer, c'est pas agréable, tu te fais un peu insulter par l'éditeur, voilà. Tu te fais pas pincer, c'est publié, mais tu te fais pincer, tu passes dans le journal 2, il n'y a pas d'historique, sauf si tu tombes sur le même rapporteur par hasard. C'est arrivé à tout le monde ici, je pense, de rapporter 2 fois le même papier. Voilà. Et journal 2, puis journal N, et puis à la fin, ça finit par être publié. Mylène a raison, ça finit par être publié. Et donc ça, c'est vraiment un gros souci, je pense, en termes de lutte contre la fraude. C'est que le peer reviewing tel qu'il est organisé maintenant, et notamment cette étanchéité, c'est vraiment une faille. Question au fond de la salle, là-bas. Oui. Non. Là, c'est le micro. Oui. Alors, j'ai des souvenirs de lecture un peu flous de travaux sur la construction de l'ignorance, où il était question de l'instrumentalisation de ces questions d'intégrité scientifique par un certain nombre de lobbies industriels en vue de faire taire, et qui utilisait aussi d'ailleurs une sorte d'obligation de rendre public les données. Et vous avez bien fait la distinction entre la possibilité et l'obligation, et avec de l'autre côté une partie de l'industrie qui, elle, va se fonder sur le secret industriel, etc., et va mettre un voile d'opacité sur ses propres données. Et donc ma question, c'est comment éviter que ces comités qui sont d'utilité publique, etc., ne soient pas instrumentalisés, sachant que, bien sûr, dans ces travaux, il était dit, en fait, au final, le chercheur pourra prouver son intégrité scientifique, hein, mais ça aura duré des années, ça aura mis en péril sa carrière, etc., sa probité. Voilà.
Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais ce que moi je propose de faire. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut former les gens. Je pense qu'il faut former les gens parce que ce que vous dites, ça, voilà, la question de la fabrique du doute, d'une certaine manière, qui est derrière cette question-là, hein, qui est très portée en ce moment, qui est très bien décrite dans le livre de Mathias Girel. La plupart de nos chercheurs, ils la découvrent en fait. Ils n'avaient pas du tout conscience, voilà, des processus qui sont à l'œuvre. Et quand je dis que le meilleur rempart, c'est quand même d'être équipé pour pratiquer une réflexivité éclairée, il faut qu'on les outille, quoi. Il faut qu'on les outille là-dessus. Et ça suffira peut-être pas, mais tant qu'on le fait pas, on ne pourra pas décoller. Donc, que les chercheurs, les responsables des institutions et les institutions elles-mêmes soient vraiment au clair sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ces processus-là, c'est important. Mais ce qu'il y a en France, c'est qu'on ne fait pas tant que ça de recherche sur la recherche, quoi. À la fin, quand même. Hein. Ça, oui, mais on a quand même un petit retard sur ce sujet, et c'est ça qu'on paye d'une certaine manière. Donc maintenant, il faut juste qu'on se mette en route un peu rapidement pour qu'on s'équipe, parce que quand les chercheurs ne sont pas des gens stupides. Donc quand on leur donne les éléments pour comprendre une situation, ils la comprennent vite. Et ils seront les premiers acteurs de cette lutte-là. Mais oui, jusque-là, on était collectivement et individuellement assez naïfs par rapport à ces enjeux-là, quoi. Question de François, à votre droite. Oui, alors merci beaucoup pour vos interventions parce que j'ai trouvé ça hyper stimulant. Et alors en particulier, le fait de remettre dans le contexte que c'est probablement plus un problème de système qu'un problème d'individu. C'est quand même c'est super important de le dire parce quand on entend des discours sur la déontologie, c'est quand même beaucoup la chasse aux moutons noirs et après, quand c'est fini, c'est bon, c'est plus un problème. Et alors, de fait, je me posais la question parce qu'on a parlé beaucoup de la conduite de la science, on a parlé de la conduite des chercheurs. Et alors, est-ce que dans vos domaines ou dans vos fonctions, est-ce qu'on vous interroge aussi sur la conduite ou le fonctionnement des institutions de la science, et en particulier les valeurs, je ne sais pas si on peut vraiment dire d'intégrité, mais des valeurs qui sont au fondement de la déontologie des institutions de la science, et je pense en particulier à la collégialité, à la démocratie. Alors ici, on n'est bien pas placé, je pense, pour en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge ? Et est-ce que, de fait, on peut un peu avoir une espèce de lecture de la tendance de fond de ces dernières années de remplacer les évaluations par le Comité national ou le CNU, etc., par le HCRS qui est totalement nommé et pas du tout élu, où on a d'autres instances qui sont absolument complètement nommées dans leurs membres et pas du tout élus. Est-ce que cette collégialité est en train de fondre comme neige au soleil ? Et est-ce que c'est censé nous alerter sur les problèmes qu'il va y avoir au niveau individuel ensuite ? Moi, je fais juste un tout petit début de réponse avant de passer le micro à qui le veut, sur le fait qu'on est interpellé sur le fonctionnement de nos institutions. Alors moi, je ne suis pas référent déontologue comme Joël, je suis déléguée à la déontologie, à l'éthique et à l'intégrité scientifique, et il y a des référents sur chacun des sujets qui travaillent avec moi. Et du coup, je suis un peu une porte d'entrée pour les agents, et je suis des fois saisie, avec le PDG en copie, par des agents qui posent des questions qui relèvent, selon eux, de déontologie institutionnelle, c'est-à-dire du fonctionnement de l'institution, et qui me demandent d'instruire des questions qui relèvent du fonctionnement de mon institution. Ce que je fais. Voilà, tant bien que mal, mais... alors ça débouche des fois sur effectivement des actions, des fois sur des chantiers qui sont lancés au sein de l'institution, et donc c'est possible. Voilà, c'est possible en tout cas dans mon institution, organisée comme elle est. Alors ça suffit jamais, hein, les gens vont pas dire que tout va bien et que ça règle tout, mais il y a un espace en tout cas pour ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, comme vous le faites, la déontologie c'est l'affaire des agents, mais il y a des sujets qui relèvent d'une forme de déontologie institutionnelle, quoi. Donc voilà, ça questionne en tout cas. Et voilà, il y a certaines de ces questions en tout cas qui sont instruites dans mon institution. Pour le reste... Joël, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je peux ajouter quelque chose. Alors, je ne suis pas du tout porte-parole du CNRS. C'est des choses que j'ai perçues, des éléments objectifs. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de questions sociales et de problématiques sociales aujourd'hui qui sont prises en compte, qui font l'objet de politiques internes du CNRS, tout contre le racisme et l'antisémitisme, des actions extrêmement volontaristes sur le genre. Il y a des réflexions sur le caractère démocratique et qui décide de quoi, etc., qui sont menées au CONRS avec le CNRS.
Donc voilà, il y a des choses qui se font et il y a effectivement une réflexion sur à quoi sert cette institution, pourquoi elle est là et quelles sont les valeurs qu'elle doit porter. Il y a des choses relativement fortes, notamment sur le fait de dire on arrête les évaluations uniquement quantitatives et comment on fait. Il y a des prises de position publiques, c'est ce que je vois passer, hein. Je ne suis pas porte-parole. Donc je crois qu'il y a ce souci de là à évaluer ce que ça donne et à trouver ça pertinent ou pas. Je pense que chacun est capable de le faire. Oui. Pardon, je pars dans 5 minutes, donc s'il y a des questions spécifiques sur la déontologie, voilà. Après avoir dit ça, je me barre pour éviter les tomates. Moi, j'aimerais juste rajouter, je saisis votre question pour revenir sur l'identification des moutons noirs. Et ça m'évoque aussi l'identification de scandales, vous voyez, scandales sanitaires par exemple. Et je pense qu'en fait, il y a un effet paradoxal. Quand on identifie les moutons noirs, en quelque sorte, on confère aussi l'impression que le système est vertueux. On a identifié. Et donc, si l'on a identifié, c'est montrer qu'on est capable d'une autorégulation et qu'en fait, le système fonctionne bien. Et je pense qu'il faut être très, très vigilant sur ce point-là. Parce que non, c'est pas parce qu'on a identifié quelqu'un, ni qu'on a mis en évidence un scandale, que le système est obligatoirement changé. Donc, il y a un effet paradoxal qui est extrêmement intéressant. Olivier, il y aura une dernière question ensuite au fond. Exactement, et la question qu'on a eue tout à l'heure ici, c'était bien les sanctions, etc. On a toujours cette question-là. Et je crois que c'est... Bon, évidemment, il ne peut pas y avoir des contre-exemples. Dès qu'il y a un feu rouge et qu'on voit des gens que tout le monde passe le feu rouge, voilà, ou qu'il y en a un qui célèbre qui passe le feu rouge et du coup il n'est pas sanctionné alors que les autres le sont, c'est horrible, c'est des contre-exemples hyper contre-productifs. Mais les institutions, c'est bien elles, dans la LPR, loi de programmation de la recherche, c'est bien elles qui sont responsabilisées maintenant dans le code de la recherche. Il n'y a pas de responsabilisation individuelle. C'est bien les institutions qui sont responsabilisées pour mettre à disposition les moyens pour archiver les données, pour mettre à disposition des référents intégrité, pour mettre à disposition ceci, cela, etc. Et pour en rendre compte à l'Office tous les 2 ans, indépendamment de leur évaluation HCRS, quoi, hein. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Un deuxième, juste pour la démocratie en recherche. C'est pas très bien, voilà... quelque chose à quoi il faut qu'on fasse attention. Comme toi, très important, les élus, tout ça. Enfin voilà, il n'y a pas de doute. Mais quelque chose à quoi il faut faire très attention, c'est l'image qu'on donne vue de l'extérieur, une image d'entre-soi. C'est pas une image qu'on trouverait sérieuse dans nous-mêmes si on regardait n'importe quelle autre communauté de travail. Si les juges ne travaillaient qu'en se contrôlant entre soi, si les restaurateurs ne travaillaient qu'en se contrôlant entre soi, et puis aucun contrôle sanitaire de la part des services vétérinaires, rien. Ça ne serait pas une image de sérieux. L'image qu'on renvoie à chaque fois, qu'on nous dit les chercheurs, ceci, cela, oui, mais nous, on a le peer review, on est en permanence en train de se surveiller les uns les autres, ce n'est pas un gage de sérieux par les temps qui courent. Il faut qu'on soit capable d'introduire une sorte de vision par l'extérieur, ou en tout cas de l'accepter, parce que de toute façon, elle est là à travers les réseaux sociaux et à travers ce qu'on nous disait tout à l'heure sur Didier Raoult. Donc, je ne sais pas comment on ouvre ça. La démocratie, au-delà de nos propres forces, parce que la démocratie dans nos forces, c'est une chose, ok, mais donc les élus, enfin voilà. Mais la démocratie, au-delà de nos propres forces, c'en est une autre. Et en termes d'interface science-société, c'est super important. Question au fond de la salle, puis je voulais Anne aussi devant. Tout d'abord vous remercier pour l'intervention. Et moi, ça fait 10 ans que je suis recruté au CNRS et c'est la première fois que j'entends vraiment ce discours, ce qui était assez pénible par certains moments de se sentir seul. Donc merci. Et je vois que des choses changent. Donc ça, quelqu'un emploie l'expression d'optimisme raisonné ou désabusé, voilà. Mais le commentaire que je voulais apporter, c'était par rapport à l'éthique du recherche et de nos activités de recherche, par rapport aussi à un point qui me semble important, c'est notre contribution à la transition, à la transformation de notre société que le GIEC appelle de ses voeux depuis plusieurs décennies. Et je pense que ça rejoint aussi cet aspect politique qu'il y a dans la manière dont la science est conduite, très productiviste comme notre société l'est. Et donc j'ai participé à quelques discussions du groupement, peut-être vous connaissez, Labo 1.5, où il y a une réflexion par rapport à cette science impliquée, la pertinence, etc. Est-ce qu'on doit vraiment tout faire, notamment dans des disciplines où la technoscience a pris le dessus. C'est le cas dans mon domaine, en génomique fonctionnelle en particulier, mais je sais qu'en astrophysique, il y a aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc je pense que peut-être c'est un point, je n'ai pas vraiment de proposition concrète ou de questions, mais un point à intégrer dans notre réflexion sur l'éthique de notre travail de recherche.
Ça rejoint la question précédente par certains aspects, sans doute. François, si tu veux. Oui, voilà. Cela dit, regarde bien les discours. Je ne vais pas défendre Antoine Petit ni aucun, voilà. Mais regarde bien les discours. Je l'ai entendu récemment dire des choses. Franchement, il n'aurait pas dénoté ici, hein, avec son franc-parler aussi à lui, sa façon de parler, de s'exprimer, etc. Mais il n'aurait pas dénoté ici. Hein. C'est pas pour le défendre. Quoi. Quand il est arrivé, il a mis en place le CNRS, tanguait sérieusement, parce que n'oublions pas les conditions dans lesquelles il est arrivé à la présidence. Sa prédécesseur était en arrêt maladie. Parce qu'elle s'était pris en pleine poire à une histoire une accusation de méconduite à l'égard de ses propres travaux, etc. Donc voilà, elle est restée en arrêt maladie pendant 2 ans. Antoine, il arrive dans ces conditions-là et il a immédiatement quand même mis en place, enfin immédiatement le temps que ça se mette en place, mais immédiatement mis en place un groupe de travail que j'ai eu la chance de présider, d'animer en tout cas, sur comment faudrait s'organiser à l'intérieur du CNRS. Et puis grosso modo, on a fait des recommandations auxquelles on trouvait un peu osé, mais il a tout fait. Ils ont tout mis en place dans les quelques mois qu'on suivi, ce qu'on recommandait, quoi, peu de choses près. Ils sont même allés un peu plus loin. Enfin là, du coup, Joël aurait pu en parler un peu mieux puisqu'il en fait partie. Il était dans le groupe de travail et maintenant il fait partie de cette organisation. Donc c'est quand même pas si mal que ça, voilà. Y compris moi je l'ai entendu récemment sur le discours de la recherche en partenariat, etc. La place du chercheur versus public versus industriel et tout ça. Franchement, c'est pas si mal. Ton voisin a l'air moins d'accord. Non. Je reste sur un pessimisme désabusé. Anne, devant. Anne. Oui, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'on appelle la sanction sociale. Et moi, ce que j'ai vécu en tant qu'éditeur, c'est l'effondrement de la sanction sociale au niveau international avec la mondialisation de la science. Parce que moi, j'ai travaillé sur le marché américain, où là, il était impossible de penser à faire du plagiat. On était grillés pour la fin de sa carrière. Par contre, quand sont arrivés les Chinois, eux, ça ne leur a pas posé de problème. Et j'ai vu des très grands rédacteurs en chef de revues très connus ne comprenant même pas qu'on ait osé, dans leur revue aussi connue, de leur présenter un article comme ça. Ça a été pour eux une incompréhension. Et là, ce que je vois, je dirais, sur l'affaire de M. Raoult, c'est aussi la même chose. C'est que la convention sociale, maintenant, ce n'est plus les chercheurs qui la donnent, c'est la société. Et c'est à la société à l'époque des réseaux sociaux. Voilà, c'est autre chose à nouveau. Et pour moi, c'est exactement un peu la même chose que ce que j'ai vécu une première fois dans la mondialisation. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on ne l'intègre pas d'une façon ou d'une autre dans nos propres pratiques, ça va nous tomber dessus. Ça nous tombe déjà dessus. Ce que j'ai aussi ajouté, c'est que les revues prédatrices sont aussi globalement dans ces bons. C'est-à-dire il y a le premier bon international, toque les revues prédatrices. Et elles vont continuer aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Rappelez-vous, pour l'irruption de la société civile dans le champ de la science, pour M. Raoult, Didier Douste-Blazy a fait une pétition pour l'hydroxychloroquine. Et donc, il a demandé à la société civile, aux citoyens, de se prononcer en faveur d'un traitement. Alors qu'un traitement, classiquement, il est évalué en interne, il y a des essais cliniques, et donc tout ça est codifié et fait partie d'une démarche scientifique. Là, on a l'irruption de la société civile sur une question qui est une question scientifique, en demandant de trancher en faveur d'un... Donc ça pose un certain nombre de questions. Bon, oui, en plus. Oui, c'est vrai. C'est même le point de bascule, parce que BFM TV a fait un sondage. Pensez-vous que l'hydroxychloroquine puisse être, etc. Donc là, il y a un problème. Question, peut-être la dernière. Oui, merci. À propos des revues prédatrices, oui, ça marche. En fait, je suis d'accord que la frontière, effectivement, entre Elsevier et prédatrice pure et dure n'est pas nette. Et entre les deux, il y a, je citerai, MDPI, qui est un éditeur plus prédateur, je pense, encore que Elsevier. Et j'ai vu récemment que les chercheurs au CNRS publient massivement dans MDPI. Donc MDPI, c'est une revue qui a une très bonne cote chez beaucoup de chercheurs CNRS, ce qui montre qu'il y a un problème d'information aussi, je pense, au niveau des chercheurs, auprès de toute génération, les jeunes, mais plus âgés aussi. Il y a d'autres pièges auxquels les éditeurs tendent aux chercheurs, comme le système Open Choice de Springer. Je ne sais pas si vous... Je connais au moins 4 personnes, collègues en mathématiques, qui sont tombés dans le piège, qui ont eu un article accepté chez Springer. Ils ont cliqué Open Choice sans comprendre qu'après, ils devaient payer 2500 ou 3000 euros d'APC et qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Et je pense que ça, ce sont des cas
que j'ai entendu, mais je pense que ça fait partie des pièges. Et peut-être, je pense que les sociétés savantes peuvent participer à l'information des chercheurs. L'éveil, on peut pas faire une liste noire comme Bill a fait, parce qu'en fait, on se reprend l'attaque, mais éveiller les chercheurs à se méfier. Sur la publication, de façon générale, il faut complètement qu'on voit notre modèle. Ce qui est sûr, c'est que nos enfants, ils ne publieront pas comme ça. Et que nous, on est des orphelins là, du système numérique. Et donc, enfin, on apprend sur le tas. Et voilà. En gros, dans ma génération, ce que j'ai vu passer, c'est qu'on avait des revues papier. Et maintenant, les revues, elles sont en PDF. Il y a même encore les numéros de page. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Quoi, voilà. Et donc, puis pareil chez vous. Bon. Et donc, il faut qu'on revoie ce système profondément depuis la préparation du préprint jusqu'à même avant. C'est-à-dire que quand on fait... Moi, je me souviens, quand j'étais en thèse, là, j'étais étonné par ça, mais c'est peut-être pas si mal. Des articles qui étaient en suite. Il y avait 1, 2, 3 sur le même sujet. Quoi. Ils faisaient évoluer leur truc. Pourquoi est-ce qu'il faut réécrire 80% du papier, ou en tout cas 80% de l'intro, à chaque fois qu'on fait le chapitre suivant de son truc, comme si c'était à chaque fois on redécouvrait l'eau tiède là. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour enrichir soi-même ou à plusieurs, enrichir un corpus de connaissances sous forme de publication? Ces machins-là, il faut les inventer. Comment on intègre le peer review là-dedans, notamment en décloisonnant? Il y a des expérimentations comme Peer Community In, que je vous recommande, qui travaillent à décloisonner le système de peer review et qui sont plutôt vertueuses, complètement microscopiques, mais vertueuses. Et donc, faut travailler à ça. Voilà, des nouvelles modes de publication qui seront certainement en diamant. Et à ce moment-là, Elsevier se mettra, c'est clair et net, ils le font déjà, se mettra sur d'autres trucs. Faites attention, l'étape suivante stratégique pour eux, pour ces grands groupes, c'est le contrôle des chercheurs, le contrôle de la base de données de compétences mondiales. Ça, c'est super important pour eux. Et regardez, quand ils vous demandent de suggérer des rapporteurs pour votre papier, ils seraient quand même complètement idiots s'ils n'établissaient pas cette occasion-là une base de données qu'actuellement aucune institution de France, de Navarre ou d'ailleurs est capable d'avoir sur les compétences en crowdsourcing, de la caractérisation des compétences en crowdsourcing de ses propres agents. Et eux, ils l'ont au niveau mondial. Et donc, voilà. Donc, attention à Publons, attention à tous les identifiants. Orchid est un peu plus sérieux. Attention à tous les identifiants individuels, attention à Publons, attention à tout ça, attention à voilà, tout ce qui identifie les individus. Quoi. Mylène ? Ouais, c'était juste un commentaire. Il y a une action qui est pas mal discutée aussi dans les communautés scientifiques, c'est le fait de publier son protocole en amont du papier, ses méthodes. Et voilà, je voulais savoir un petit peu, parce que voilà, j'ai un peu de mal à imaginer publier mes méthodes avant de publier mes résultats, désincarner de mes manips en quelque sorte. Voilà, est-ce que ce ne serait pas aussi une nouvelle façon de publier, en publiant Moi j'ai du mal aussi, mais ça fait longtemps que j'ai pu publier un vrai article. Alors bon voilà. Mais je pense que ça a des côtés vertueux, intéressants, et notamment en termes de publication de résultats négatifs, parce que du coup, on publie son protocole, ensuite on s'y tient évidemment, on s'en écarte s'il y a besoin, mais premièrement, on s'écarte, et puis à ce moment-là, on le justifie, l'écart, etc. Mais on s'aperçoit que le protocole ne tenait pas debout, je ne sais pas quoi, et à ce moment-là, bon, c'est autre chose. Mais on publie son protocole, et ensuite on publie le résultat quel qu'il soit, y compris s'il est négatif, par exemple, ou y compris s'il a des aspects qui sont négatifs. Donc ça, c'est plutôt vertueux. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'invente pas la méthode d'analyse en fonction de l'histoire qu'on va raconter. Enfin, on ne fait pas du cherry picking. Ça évite un petit peu ces modalités-là d'analyse de la connaissance, quoi. D'élaboration de la connaissance qui ne sont pas productives à la fin. En tout cas, je fais la pub aussi pour Peer Community In, et j'invite les différentes sociétés savantes à décliner leur Peer Community In également. In chez eux, ouais. Ça sera le mot de la fin, une note positive, et je vous propose d'applaudir nos intervenants. Et merci à tous. Patrick, si tu veux un petit mot. Donc, quelques petits mots déjà. Merci à vous tous et toutes d'être restés. Pour ceux qui sont restés, merci énormément aux 4 intervenants et à Rémi pour tout ça. Donc comment on continue maintenant ?
Alors, il y a deux choses. La première chose, donc Eléa me dit, suivez le collège sur les réseaux sociaux. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux. Bon, au moins, là, il y en a un vertueux. Donc, allez-y, suivez le collège sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est les AG, il y en a tous les ans. Cette année, c'était Rémi qui s'est proposé pour organiser l'AG à Lyon. Les suggestions sont ouvertes pour l'an prochain. Voilà. Alors, ça ne doit pas forcément être aussi grandiose, je dirais, que ce qu'il y a eu cette année. La barre est haute. Hein. La barre est haute, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas chercher à passer une barre plus haute, ce n'est pas l'idée. Par contre, la chose importante, c'est de se dire il va y avoir un contenu académique aussi. Donc, ce n'est pas uniquement une AG qui est quelque chose qui permet de réunir la communauté, ça c'est important, mais qui est aussi quelque chose d'un peu formel. Mais vraiment d'avoir un contenu académique à chaque fois que l'on se retrouve ensemble, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, donc il va y avoir une annonce sur SOCACAD, etc. Mais déjà, vous avez voilà, vous êtes resté en dernier, donc vous avez la primauté de l'offre, enfin de l'appel à bonne volonté. Merci beaucoup. J'ai peur que quel que soit le résultat des élections, ça ne soit pas... On ne sable pas forcément le chiffre. Le collège est à partisan, donc je parle à titre parfaitement... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. À titre purement personnel. Bruno. Tu repars quand? Ah là là. Merci. Ah, c'est super, je l'ai oublié. Ah oui, tout le monde. Bon. C'est fait. Bien joué. Bien joué. Ouais, viens. Bon, merci d'être venu. François est parti en courant parce qu'elle avait fait Salut. Vous revoyez, je crois. Ouais. Ah oui, on se revoit bientôt. Je connais même mieux leurs agendas que même. Merci Marc. J'ai noté quelques trucs dans tes liens. Donc, ouais.